bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Ordinaire Extra, mais aussi aux portes du Nouveau Monde. Nous avons la chance de rencontrer Géraldine Prévost-Gigant, qui est auteure, psychopraticienne, conférencière. Elle a écrit de nombreux livres, alors je ne les ai pas tous lus, mais il y en a qui m'intriguent énormément, comme « Écoute les signes que la vie t'envoie »,« Ose regarder en toi la magie de la vie », le grand amour, se préparer à la rencontre, et puis le livre que dernièrement j'ai lu, qui est celui-ci, Les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or. Merci beaucoup Géraldine d'avoir accepté cette proposition. Et je vous laisse compléter la présentation voilà, de ce que vous êtes et de votre travail pour commencer. Merci Gwenaëlle, je suis ravie d'être là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Que je suis psychopraticienne depuis 25 ans, que j'ai, il y a 20 ans, créé le concept des groupes de parole pour les femmes. À l'époque, ça n'existait quasiment pas. Voilà, et donc en parallèle de mes moments d'écriture, il y a les moments de consultation et aussi des animations d'ateliers. Voilà. Que puis-je ajouter d'autre? Que depuis le début de la pandémie, depuis mars 2020, je consulte en ligne. Et ce qui, pour moi, hypersensible, est un confort parce que comme les hypersensibles manquent de filtres et prennent toutes les informations en cascade et intensément, moi, du coup, le online me donne le filtre qui me manque. Et j'adore aussi l'idée de pouvoir communiquer et que les personnes puissent me rencontrer, quel que soit l'endroit dans le monde. Je trouve que cette modernité a cet aspect-là de positif. Il y a des aspects moins positifs, mais on a une grande chance en fait de pouvoir se parler en étant aux quatre coins du monde. Je trouve que c'est formidable. Oui, Voilà. c'est vrai que c'est un des aspects, on en parlera d'ailleurs, voilà, comme tout peut être noir ou blanc ou gris, mais voilà, les technologies, tout ça, ça peut être les deux en fait, hein, ça dépend comment on s'en sert et dans quel but. Exactement. Et aujourd'hui, du coup, on avait l'idée d'un thème pour cette discussion qui serait la place des hypersensibles spirituels dans ce monde en transition. Alors du coup, on va pouvoir rappeler ce que sont les hypersensibles spirituels, mais aussi que ce thème puisse parler à tout le monde. Donc là, que nos auditeurs se disent pas « Ah, c'est pas pour moi ». Comment inclure en fait plus généralement ce thème pour que ça puisse inspirer tout le monde aussi? Est-ce que vous auriez… disons que si on ne se sent pas hypersensible, on connaît forcément des hypersensibles autour de soi, puisque selon les recherches, les hypersensibles seraient au nombre de 20 à 30% de la population. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Donc, si on ne se pense pas hypersensible, on a au moins une connaissance proche qui peut l'être. Et donc, comprendre comment les hypersensibles fonctionnent peut être aussi un atout pour mieux communiquer avec eux et pour mieux aussi avoir des relations plus harmonieuses. Voilà. Et pour le reste, en général, soit les hypersensibles savent déjà qu'ils sont hypersensibles, et puis il y a aussi les hypersensibles qui ont un doute, suis-je hypersensible ou pas? Et donc peut-être qu'en nous écoutant toutes les deux, ces hypersensibles dans le doute auront des réponses. Et Voilà. puis, les hypersensibles, on va y venir, mais souvent ont peut-être des idées un petit peu en décalage ou un petit peu elles sont souvent précurseurs.
Et donc, dans tous les cas, ça va peut-être inspirer des non hypersensibles, mais qui ont envie de mettre en place aussi des projets ou qui ont des idées qui sont voilà, ouverts d'esprit. Et en tout cas, pour peut-être aller vers justement rappeler ce qu'est une personne hypersensible, hypersensible et peut-être au potentiel intellectuel ou pas associé. Je voulais, parce que vous êtes aussi dans ces personnes qui ont ces particularités et peut-être, voilà, en parlant un petit peu de vous, de votre parcours, je serais intéressée de savoir quels étaient peut-être quand vous étiez enfant, vous, les petits signes ou voilà, ce que vous aviez perçu ou repéré ou que votre entourage avait repéré chez vous qui était différent? Hmm. Je viens d'un milieu familial artistique où donc déjà ça situe un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi sur plusieurs générations, parce que mes grands-parents étaient du milieu du spectacle, ma mère l'a été, puis ensuite s'est orientée vers l'écriture. Donc on voit que les poiriers ne font pas de pommes. Donc j'ai eu la chance, à moins que j'ai choisi, un environnement familial un bain, je dirais, un bain familial qui m'a permis de développer des sensibilités diverses et variées. Et j'ai longtemps pensé que je n'ai pas compris tout de suite, en fait, que l'environnement dans lequel j'étais favorisait ce qu'ensuite j'allais sentir être une différence au fur et à mesure de mes phases de sociabilisation et d'entrée dans le monde. Mmh. Et j'ai été très tôt attirée par les livres, puisque avant de savoir lire, j'allais piquer dans le placard des livres qui m'étaient destinés pour quand je saurais lire. Et je me souviens très très bien de ce moment où j'avais été chercher les livres qui m'étaient destinés. Je ne savais donc pas lire, mais j'étais déjà attirée par les livres. Donc ça, c'est un souvenir très fort que je pense être assez significatif de l'éveil qui était déjà le mien et des intérêts déjà bien ciblés. Voilà. Je me souviens aussi avoir eu des connexions très particulières avec la nature, les esprits de la nature. Je devais avoir 5 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et tout au long de mon enfance, de mon adolescence, j'ai développé ces sensibilités artistiques, ces sensibilités avec la nature, tout un monde dit de l'hémisphère droit, hein, c'est-à-dire de l'hémisphère droit du cerveau, le symbolisme, l'esthétique, l'art, l'intuition. Voilà, j'ai été dans un environnement qui a favorisé ce mode de fonctionnement et j'ai pris conscience de ces sensibilités quand ensuite je me suis confrontée en fait au monde, à l'école, au lycée et au fur et à mesure de ma scolarité. J'ai commencé à comprendre assez rapidement que j'avais des sensibilités particulières par rapport à l'éducation et l'environnement majoritairement on donne aux enfants. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a appris en fait à ne pas mettre les noirs sur ma sensibilité et à me faire comprendre d'une façon directe ou indirecte que voilà, le monde est celui-ci et que j'avais cette sensibilité, que j'ai toujours, et que j'allais devoir faire avec. Et j'ai très, très tôt compris que j'allais avoir à traverser en fait des espaces avec des modes de fonctionnement, que j'allais devoir m'adapter et en même temps ne jamais perdre contact avec mes particularités.
Et vraiment, je pense que c'est un atout et un cadeau énorme qu'elle m'a fait parce que j'ai pu apprendre à m'adapter aux environnements. Parfois, j'ai perdu de vue ma sensibilité. Je n'avais pas mis à l'époque de mots sur tout ça. Et parfois, j'ai perdu de vue. J'ai voulu tellement m'adapter. Mais à un moment donné, au tournant, c'est venu me cueillir à nouveau. Et puis, c'est au fur et à mesure du travail sur moi, au fur et à mesure aussi des avancées. On a commencé dans les écrits de psychologie, de livres de psychologie et de développement personnel, le mot a commencé à apparaître. Et puis, ainsi que les termes de haut potentiel, douance, zèbre. Et puis, ces termes sont venus à moi via des formateurs ou des thérapeutes que je consultais. Et j'ai commencé à comprendre, en fait, petit à petit, différentes pièces du puzzle ont commencé à se réunir. Et ça a été tout un processus, en fait, que d'oser regarder ces aspects sans... en les laissant à leur juste place. Et tout le challenge a été en reconnaissant ce mode de fonctionnement, en l'officialisant en fait vis-à-vis de moi-même, de pouvoir continuer à cheminer dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle et dans cette société, sans m'inférioriser, sans me mettre non plus trop haut, en restant dans ce qui pour moi est important, une certaine forme d'humilité, d'altérité, tout en reconnaissant ma différence. Et donc ça, c'est vraiment un travail très particulier finalement, qui est de reconnaître son unicité, de reconnaître ses particularités, de poser un regard dessus, de vraiment dans le sens de reconnaître, et en même temps, de ne pas perdre de vue. Voilà, je suis un être humain sur cette terre, venu selon moi pour voilà, un certain parcours, et que nous sommes tous là pour accomplir un certain nombre de choses et que nous avons des niveaux de conscience différents et des conscientisations différentes. Et voilà, et encore aujourd'hui, j'affine encore plus mon cheminement pour à la fois préserver ces sensibilités, ces dimensions hyper que j'ai en moi, et que ça apporte au plus grand nombre, et de continuer à œuvrer pour ce monde qui visiblement est en grande transition. D'accord, alors du coup, j'avais des petites questions qui me venaient parce que vous avez bien résumé. Et par exemple, ce moment où vous avez compris que ça avait un nom, qu'on en parlait, vous aviez quel âge? Enfin, c'est venu assez tard ou c'est venu assez tôt dans votre parcours? Le mot posé est arrivé assez tard dans mon parcours. D'accord. Et comme vous veniez d'un milieu finalement où vous étiez adapté à votre milieu, que c'est finalement en allant un peu à l'extérieur, vous voyez qu'il y avait une différence, malgré que vous étiez soutenu dans la bienveillance vis-à-vis de ce que vous étiez dans votre environnement. Malgré cela, ça pouvait être dur de se confronter à la normalité, on va dire, autre. Quelles étaient les difficultés dont vous vous souvenez les plus marquantes? Que ce que l'on m'enseignait à l'école, au collège, au lycée et plus tard n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Je trouvais que c'était très normé déjà à l'époque. Je ne mettais pas ce mot-là, mais je me sentais en total décalage avec des centres d'intérêt qui étaient différents. Et je ne me sentais pas du tout à l'aise avec la façon dont l'éducation nationale était structurée, en fait. Et je sais qu'il m'aurait fallu, par exemple, mais ça n'a pas été sur mon parcours, être dans un lieu d'enseignement où je puisse avoir
moitié du temps le programme classique et moitié du temps des programmes plus artistiques, par exemple. Ça m'aurait correspondu. Et donc, ça a été très, très compliqué pour moi de pouvoir trouver du sens, ne pas m'essouffler, m'intégrer tout de même. Alors, j'ai jamais eu de problème pour avoir des petits copains, des petites copines. Je jouais, alors là, par contre, c'était sans problème en termes de communication, de relations. J'étais totalement intégrée. C'est, en revanche, le processus de l'enseignement qui, pour moi, a été... voilà, et puis l'espace aussi, que je trouvais violent. Voilà. Et donc, j'ai un peu mis ça de côté pour continuer à avancer et que ça n'entrave pas mon chemin. Et puis, très vite, j'ai compris que je ne rentrais pas dans les cases et que j'allais devoir eh bien, trouver ma réalisation, m'épanouir dans des espaces qui me correspondraient davantage. Donc, l'âge adulte a été plus confortable puisque plus on avance, plus on a la possibilité de choisir, plus ou moins, après ça dépend. Mais, voilà, et donc plus le temps a passé et plus ça a été facile pour moi. Voilà, et puis très tôt, je suis devenue psychothérapeute très très tôt, donc j'ai pu laisser s'exprimer toute ma sensibilité, ma façon de fonctionner. Ça s'adaptait pleinement à ces débuts d'années de pratique. Donc très très tôt, j'ai trouvé, j'ai vraiment été appelée, j'ai senti un appel et une confirmation au fur et à mesure des mois et des années de pratique. Et voilà, je pense que ensuite, j'ai mis du temps aussi à valider ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend des chemins hors normes, il faut aussi pouvoir les assumer. Et dans une société très normée, bah, c'est aussi tout un travail que de pouvoir se sentir légitime, puisque le syndrome d'imposteur est souvent présent chez les hypersensibles et hauts potentiels. Et d'autant plus quand on a des parcours atypiques, des fonctionnements atypiques. Et donc ça aussi, mais c'est le parcours de toute une vie, hein, et je suis contente de tout ce parcours. Et ça m'a amenée un jour à écrire ce livre, Les hypersensibles spirituels. Et l'écriture de ce livre a été un des tournants majeurs de mon existence professionnelle et personnelle, vraiment. Ouais. C'est l'aboutissement en fait de ce processus, c'est un aboutissement concret en fait de toutes ces années de travail. Et donc justement, pour avoir osé oser être vous-même en dehors des normes, du cadre, vous avez développé des outils ou d'une certaine confiance en vous, parce que là, ça va rejoindre un petit peu notre thème, parce qu'aujourd'hui, il y a certainement beaucoup d'hypersensibles comme vous qui ont envie d'oser, qui ont envie d'être pleinement eux-mêmes, mais qui peut-être là actuellement ressentent encore plus l'appel et ou se sentent encore plus en décalage, ou peut-être moins en décalage, parce qu'on peut aussi se dire que là, il y a des telles choses qui se passent que ça oblige aussi à aller plus vers ce qu'on est. On est obligé de choisir un petit peu. Et donc, dans ce monde en transition, quelle place, selon vous, les hypersensibles spirituels peuvent trouver, et comment les aider à oser prendre cette place et offrir ce qu'ils sont, et peut-être ouvrir des nouvelles voies pour ce monde? Spontanément, j'aurais envie de répondre par un retour à la maison. Et ce retour à la maison, c'est l'espace du cœur et c'est l'espace de notre vie intérieure. Les hypersensibles et les hypersensibles spirituels encore plus ont un monde intérieur très riche.
Suivant leurs blessures du passé, guéries ou pas guéries, ce monde intérieur va être plus paisible ou plus chaotique. D'où, selon moi, l'importance aussi du travail sur soi, qui permet de guérir des blessures du passé, de faire des deuils, de se libérer de certains traumas, de croyances limitantes qui nous encombrent. Et du coup, il y a plus de place et notre monde intérieur est plus paisible. Et donc, pour répondre en fait à votre question sur leur place dans le monde, ben, je dirais d'effectuer une sorte de, de, de retour à soi d'abord, de connexion à soi avant de projeter vite l'extérieur, trouver ma place, ma contribution, etc. De ne pas brûler les étapes et d'abord de se rencontrer, d'aller explorer cet espace intérieur ou bien juste de le reconnaître parce que je suis convaincue que la justesse de nos actes, aujourd'hui surtout, va passer par une reconnexion à soi. Dans un monde qui a toujours été à l'extérieur, qui nous a sollicité jusqu'à cette pandémie, où là, on a été obligé de revenir à la maison au sens propre comme au sens figuré. Soudain, on n'était plus sollicité toujours à l'extérieur, la saisie, la voir. Eh bien, je trouve que symboliquement, c'est super important. Déjà, au début de la pandémie, qu'est-ce que symboliquement on nous enseignait, ou la vie nous enseignait, c'est rentrer chez soi et aller voir à l'intérieur pour ensuite pouvoir agir différemment à l'extérieur. Donc déjà, vraiment, je conseillerais ça, c'est de ne pas hésiter à aller se rencontrer, d'entamer le chemin qui mène à une paix intérieure, parce que d'autres l'ont dit avant moi, mais on ne le répétera jamais assez, si je ne suis pas en paix à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi ne s'incarnera pas la paix. Si le chaos est en moi, à l'extérieur, je ne verrai que ça et c'est que ça qui va venir me chercher. Donc, le chemin de la paix intérieure, c'est un chemin merveilleux, c'est un chemin de sagesse, c'est un chemin de spiritualité, quelle que soit la voie que l'on emprunte. Et ensuite, on peut participer au changement qui est déjà en route aujourd'hui. Et puis ensuite, ou en même temps, d'oser redonner de la valeur à notre sensibilité, à notre côté hyper, à notre façon de fonctionner différemment, de se dire que c'est pas plus ou moins bien, mais que c'est et que ça a une raison d'être. Et qu'on a tous une couleur différente pour venir colorer le monde. Et c'est ça, en fait, que beaucoup d'hyper et hypersensibles et spirituels ont peut-être oublié ou n'ont pas osé dans un monde très matérialiste, cartésien. Moi-même, pendant des années, j'ai avancé, traversé le monde en ne parlant pas de ma spiritualité. C'est qu'avec la sortie de ce livre que je parle de ce parcours de vie spirituelle que j'ai depuis l'adolescence. Et aujourd'hui, je sais que ça peut être entendu parce que les consciences sont en train de changer, de s'ouvrir. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour dire aux hypersensibles et encore plus à ceux qui sont hypersensibles spirituels, c'est le moment d'assumer qui vous êtes, c'est le moment de porter un regard bienveillant sur qui vous êtes, c'est le moment de regarder la valeur de qui vous êtes, de l'importance, et c'est le moment d'oser être et de... alors, point n'est besoin de faire des choses énormes, hein, ça peut être juste avec son entourage, ça peut être chaque jour, vraiment dans son espace, autour de soi. Mais c'est le moment d'oser être soi et de rayonner de qui nous sommes, de poser des actes, de transmettre des messages sans faire de prosélytisme, hein, mais juste une petite phrase à quelqu'un, un mot, une attention, un regard, un sourire. C'est-à-dire que si nous, on n'apporte pas notre sensibilité au monde, si on reste caché,
eh bien, on ne va pas changer le monde. Mais si on ose offrir cette sensibilité, si on ose poser des actes qui sont en accord avec nos valeurs et notre sensibilité, à un moment donné, c'est une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, ça va créer un océan, en fait, de sensibilité, de douceur. Et ce qui est très important pour les hypersensibles spirituels, c'est la notion du vivant, c'est le respect du vivant. Et là, je pense qu'on a tous compris que la Terre et le vivant ont besoin de nous. Et les êtres sensibles, quelle que soit leur sensibilité, sont sensibles au vivant. Et on voit que les gens se réveillent aussi par rapport à ça. Et il y a des gens qui ont été éveillés plus tôt, d'autres qui ont été endormis plus longtemps. Mais ce qui se passe, c'est forcément une façon de nous réveiller. Et les êtres qui s'intéressent à tout ça depuis bien longtemps, c'est maintenant qu'ils peuvent, à leur façon, colorer le monde qui en a tant besoin. Et c'était vraiment l'objet de ce livre. C'était vraiment mon intention, c'était de leur dire, vous êtes généreux, vous êtes intuitifs, d'où le sous-titre « Les intuitifs au cœur d'or ». Vous avez une particularité et il est temps de poser un regard sur vous-même qui soit un regard valorisant et de comprendre que peut-être, et ça c'est mon hypothèse, vous êtes les avant-gardistes du monde de demain, au sens que si notre évolution continue dans le bon sens, le monde et l'humanité, ça va être une humanité sensible, sensible au vivant, sensible à la beauté, sensible à la création, sensible aux relations, sensible à des valeurs humanistes de partage, de co-création, de construction d'un monde meilleur. Voilà, et c'était tout mon élan en écrivant ce livre. Et pour vous, justement, ce monde que vous décrivez avec toutes ces qualités, il pourrait ressembler à quoi une vie quotidienne au niveau du travail, de l'éducation, il pourrait avoir quelle couleur ce monde? En entendant votre question, j'ai des frissons qui parcourent mon corps et quand j'ai des frissons comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à laquelle je me connecte. Et tout comme la physique quantique est en train de nous le démontrer, je suis convaincue qu'il y a plusieurs futurs possibles et que suivant ce qu'on va individuellement et collectivement mettre en place, on va orienter notre navire dans une direction favorable ou moins favorable à nos valeurs humanistes. Et quand je me connecte à ce futur favorable, celui qui correspond à notre sensibilité d'humain qui aime l'humanité et le vivant, j'ai des images, des visions, des flashs, je ne saurais quoi dire. En tout cas, j'ai des informations qui me viennent ou d'une humanité qui aura su maîtriser la technologie et que cette technologie serve pour le meilleur et où cette technologie vient aussi s'associer à des connexions très chamaniques en fait avec la terre, les plantes, les esprits de la nature, des océans, voilà. Donc pour moi, cette humanité-là, c'est une humanité qui est à la fois extrêmement moderne, avec des connexions digitales, numériques, mais aussi des connexions au niveau du vivant. Et c'est un espace où il n'y a plus de nuisances sonores, où il n'y a plus de pollution en tout genre, en fait, de pollution sonore, de pollution chimique, de pollution dans l'air. Voilà, c'est certainement dans des, je ne sais pas combien de siècles, mais en tout cas, c'est beau. Et si on veut que ça se réalise avec, bien entendu, la réapparition d'espèces qu'on aura perdues ou bien l'apparition de belles espèces animales qui vont apparaître,
la découverte certainement aussi de d'énergie respectueuse qui vont nous permettre de continuer à nous mouvoir, à co-créer, à évoluer aussi sur le plan médical. Voilà. Mais il y aura aussi ces connexions énergétiques qui vont être inclus. Moi, je suis convaincue qu'en fait, et je trouve qu'en ce moment, c'est aussi l'enseignement qu'on reçoit, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de dichotomie, il y a beaucoup de séparativité, il y a beaucoup de pensées duelles. On est dans un camp, on est dans un autre. Il y a un camp qui dit ça, il y a un autre camp qui dit ça. Il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment une vision très duelle. Et ça fait aussi souffrir les personnes qui sont très sensibles parce qu'elles sont instinctivement, consciemment ou inconsciemment, elles sont dans un souhait de réunification. Et je suis persuadée que la voie de sortie de cette autodestruction que nous vivons actuellement et qui s'affirme, la voie de sortie, c'est de réunir justement technologie et le savoir des anciens, hein, au sens des civilisations premières. Et c'est aussi science et spiritualité. C'est-à-dire que vraiment là, on peut, si les consciences continuent à s'éveiller, si les gens sont curieux, s'ils s'appliquent à être de plus en plus conscients. Et je pense que vraiment, c'est ça qui peut collectivement nous mener vers ce futur où il y aura du respect, de l'harmonie. Chacun sera à des niveaux différents là aussi de ses consciences, mais on va pouvoir incarner ce qu'il y a de meilleur, ou en tout cas ce qui demande à être incarné, parce que nous sommes bien plus beaux que ça, nous, les êtres humains, que de consommer, que d'avoir, que de séparer. Voilà, vraiment, je suis convaincue qu'au fond de l'être humain, quand il dépoussière tout ce qui l'entrave, il découvre qu'il y a un puits de sagesse, qu'il y a des intuitions qui tendent vers la lumière, l'harmonie, le respect. Et voilà, et c'est ce que je perçois de ce futur qu'on pourrait co-créer. Ce sera le monde parfait des hypersensibles, ils seront à leur aise, mais les autres aussi, logiquement, tout le monde en fait, parce que qui peut ne pas avoir envie de ça? Tout Je à sais fait. pas. Et c'est vrai que du coup, peut-être plus on va aller vers les technologies au service de l'humain et du vivant, plus on a besoin de se réancrer aussi aux traditions ancestrales. C'est Tout à fait. comme si ces deux extrémités, elles nous demandent, pour se réunir, qu'on les exploite les deux, l'une autant que l'autre. Parce que voilà, là, quelque part, on nous emmène encore plus dans des normes, et donc nous, on va encore plus, certains hypersensibles, avoir envie de touches de couleurs particulières, et encore plus avoir besoin de dire hey, c'est important quand même qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Et après, voilà, c'est comment aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, oser affirmer peut-être ses convictions différentes, oser sa différence. Il faut se libérer de certaines peurs quelque part. Est-ce qu'en ce moment, il y a plus d'hypersensibles dans vos consultations, qui sont en difficulté, au contraire, qui sentent une opportunité, et comment là, avec le contexte actuel, ils arrivent à sortir peut-être des peurs d'être jugés ou d'être pas compris. Ce que j'observe, c'est que c'est encore compliqué en ce moment. Et ce début d'année est difficile pour un grand nombre de personnes de toute façon. Et pour les hypersensibles et les hypersensibles spirituels, c'est compliqué pour eux parce que, comme pour des phases de transition individuelles, dans les phases de transition, l'ancien est encore là, mais ne nous correspond plus tout à fait. Mais en même temps, il y a des choses dont on dépend encore, on croit dépendre encore.
Et en même temps, on aspire à quelque chose de nouveau. On sent que quelque chose de nouveau est en train d'émerger, mais on n'y est pas encore. Et ça, c'est ce qu'on vit individuellement dans nos phases de changement, de grands changements de vie. Il y a cette fameuse phase de transition où l'ancien est encore là et le nouveau pas encore tout à fait. Et je pense qu'au niveau collectif, il y a un petit peu de ça. Et chez les hypersensibles spirituels, ils vivent aussi ça de leur côté, c'est-à-dire que ils ont la confirmation quasi chaque jour qu'il y a un certain nombre de choses qui ne leur correspondent plus. Ils le savaient, mais là, c'est de plus en plus difficile de s'adapter. Parce que le problème des hypersensibles, c'est qu'il y a une suradaptation pour être dans la norme. Puis à un moment donné, ça ne passe plus parce qu'à force de se suradapter, ben, on fait taire des parties de soi, on n'est pas fidèle à soi-même. Et à un moment donné, ça devient vraiment, vraiment... ça crée un mal-être profond. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment chez beaucoup d'entre eux, c'est qu'ils sont vraiment le nez sur ce qui ne fonctionne plus dans leur existence, qui va être différent suivant chacun. Et il y a, pour certains, ils tendent vers quelque chose d'autre, mais ce n'est pas encore clair, ils ne savent pas quelle forme ça pourrait prendre, comment. C'est pour ceux qui avaient déjà entamé le chemin que c'est un petit peu plus facile, c'est-à-dire qui avaient déjà lâché des choses, qui avaient déjà changé un certain nombre de choses, qui sont déjà passés de leur ancienne vie à une nouvelle vie professionnelle, personnelle. Et pour eux, c'est déjà un petit peu plus facile parce qu'ils avaient déjà entamé un processus. Et là, ça vient finalement, ce qui se passe au niveau collectif vient juste leur confirmer que ben, c'était la bonne décision. C'est pour ceux qui sont là en train vraiment de se cogner le nez contre ce qui ne fonctionne plus. Pour eux, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a des interrogations sur des lieux de vie, sur des activités professionnelles, sur des choix à faire. Et moi, ce que je leur dis, c'est pas de précipitation, pas de pression parce que c'est contre-productif. Et d'aller regarder ben, qu'est-ce qui crée de la joie, qu'est-ce qui crée du bien-être. Tout à l'heure, j'ai eu une hypersensible en consultation qui m'a témoigné sa difficulté à vivre cette période. Et puis, elle m'a décrit, c'était tellement beau à entendre, sa joie quand elle va à ses cours d'histoire de l'art. Et donc, le bonheur qu'elle a à être dans ce bain d'esthétisme, d'harmonie, de beauté, de couleur. Et je lui ai dit, vraiment, donne de la place parce que ça te rend tellement heureuse, ça vient parler à des dimensions de toi tellement importantes, tellement profondes, tellement subtiles, que c'est pas juste que ça te fait plaisir, ça vient nourrir ton âme en fait. Et donc voilà, c'est vraiment ce que je leur conseille à tous ces êtres, c'est déjà, regarde qu'est-ce qui vient nourrir ton âme, qu'est-ce qui vient te faire vibrer, qu'est-ce qui te met dans une énergie haute, qu'est-ce qui te met dans la joie, qu'est-ce qui donne du sens. Et une fois que tu sais tout ça, eh ben, tu bombardes d'énergie, de temps, tu donnes du temps, tu essaies de réorganiser ton temps pour investir encore un peu plus ces espaces-là. Ça, c'est hyper important parce que ça va nourrir à l'intérieur et ça va créer un socle de stabilité. Ça va créer comme une sorte d'onde autour de soi, de bien-être. Et petit à petit, eh bien, il y a des informations qui vont émerger sur comment, dans quelle orientation je vais, comment j'organise ma vie. Parce que le sens, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui a du sens pour moi aujourd'hui, là où j'en suis, avec ma sensibilité. Et c'est là qu'il faut savoir être égoïste parce que c'est un égoïsme qui va servir ensuite. C'est-à-dire si je m'offre ces ressources, ces espaces, ces orientations, je vais être dans une harmonie et je vais, sans même les mots, communiquer ça autour de moi parce qu'on dégage quelque chose quand on a connecté cette paix intérieure, cette harmonie, qu'on se sent en accord avec soi. Même si autour, dans le monde, c'est le chaos. Et c'est ça qui peut vraiment aider les hypersensibles et tout le monde, je dirais. C'est voilà, n'hésitez pas à créer votre monde. Il y a le monde extérieur, il y a votre monde. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé, ça veut dire qu'on est en train de
de donner de l'espace à quelque chose d'harmonieux pour pouvoir traverser le temps qu'autour, ça fasse son tour. Ouais, donc finalement, c'est vrai qu'en focalisant, en investissant niveau temps, énergie, ce qui nous fait du bien, ce qui nous épanouit, ce qui nous crée de la joie, finalement, comme vous dites, ça va donner un socle, les peurs vont pouvoir s'estomper, la confiance en soi, plus on fait les choses qu'on aime, on est dans des énergies voilà, élevées, moins on a de peur, moins on a de doutes sur soi, et plus on va ça le faire grandir, et plus ça va après rayonner autour. Et finalement, il y a, voilà, c'est dans les choix, c'est effectivement, des fois, on voudrait déjà être dans ce qui va se passer après, même pour les autres, pour le monde, mais comme vous disiez, c'est de revenir à soi et de commencer dans son petit quotidien à nourrir des belles choses, quoi, finalement. J'imagine les hypersensibles aussi peuvent avoir besoin davantage de se couper à par moment de l'extérieur et de vraiment se recentrer, comme vous dites, sur soi sans que ce soit égoïste, mais c'est pour être altruiste plus tard. Euh, comment ils arrivent, ou qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller en ce moment de... Parce que malheureusement, on est tout le temps en ce moment avec des informations extérieures qui vont nous dicter. Alors, on est obligé d'être un peu un minimum informé. Et en même temps, des fois, on aurait juste envie d'être concentré sur ce qui nous fait du bien et par eux être un peu pollué. Comment jongler avec tout ça actuellement? En dehors du contexte dans lequel nous sommes, indéniablement, les hypersensibles ont besoin d'avoir des phases de retrait. Moi, j'appelle ça aller dans ma grotte, faire l'ermite. Et j'ai toujours fait ça depuis toujours, parce que j'ai très, très tôt compris que j'avais besoin de recharger mes batteries. Et puis ensuite, j'ai compris pourquoi. J'ai compris qu'en tant qu'hypersensible, on reçoit donc tellement d'informations qu'ensuite, il y a un traitement qui se fait. Et tout ça nous fait dépenser beaucoup d'énergie. Et tout hypersensible connaît ce ressenti qu'on peut avoir. Par exemple, on a passé une super soirée avec plein d'amis, ça a duré des heures, on était super contents, c'était super, etc. Et ensuite, on met 3 jours à s'en remettre, alors que c'était super génial, on était super heureux et tout. Et on a besoin minimum de 3 jours, voire plus, on est fatigué et tout. Et en fait, c'est parce qu'on reçoit tellement d'informations, il y a une telle excitation de tous nos sens, qu'on fonctionne à plein régime, au niveau émotionnel, au niveau cognitif, au niveau sensoriel, au niveau énergétique aussi. Et du coup, on a besoin de faire un retrait pour que ça redescende et puis qu'ensuite on puisse se reconnecter à nous-mêmes et recharger nos batteries. Donc déjà, de toute façon, quel que soit le contexte sociétal, on a besoin de ça. Dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est encore plus important pour les hypersensibles de tenir compte de leur sensibilité. Pour les hyper, quels que soient les hyper auxquels on est connecté, finalement, il est indispensable d'inclure en fait dans notre mode de vie comme quelque chose de régulier, tout comme on se lave les dents, tout comme on dort, tout comme on veille, on fait attention à ce qu'on mange, et on devrait aussi faire attention à nos temps de connexion à l'extérieur et connexion dans notre bulle. Et de ne pas culpabiliser, puisque je sais qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui, avant de savoir ça, culpabilisaient d'avoir besoin de se mettre en retrait. Et donc, et ça, c'est quelle que soit notre facette, on peut être hypersensible extraverti ou hypersensible introverti. On a de toute façon besoin d'avoir ces espaces de solitude, de tranquillité, de temps, où on se coupe pendant un temps d'une sursollicitation. Et c'est indispensable pour justement garder la connexion avec le socle. Ensuite, concernant les informations, les news
pour savoir ce qui se passe dans le monde. Moi, j'invite toujours les personnes Moi, je le fais par rapport à moi, c'est-à-dire en fonction de mon état, en fonction de ce que je traverse, de là où j'en suis, de mes besoins, je vais doser, en fait, l'accès à l'information. Il y a des personnes qui sont très sensibles au visuel, je vais leur conseiller de plutôt écouter la radio. Il y a des personnes qui, elles, sont plutôt sensibles au dosage, c'est-à-dire le nombre de minutes ou d'heures d'information. Ben là, je vais leur conseiller de réduire, donc d'aller à l'essentiel, que ce soit à la radio, à la télé ou la presse. Après, on va choisir son vecteur d'information aussi en fonction de notre sensibilité sensorielle. Et le challenge, c'est aussi de tous les jours garder une perspective, un point de vue de sagesse, c'est-à-dire de ne pas partir dans des extrêmes, de ne pas alimenter les peurs, de ne pas alimenter l'ego, de rester connecté à nos valeurs et de se dire, voilà, la sagesse, c'est quoi ? Et de tenter de garder cette voie d'équilibre, en fait. C'est un maximum de conscience, hein, mais on y gagne tellement, en fait, à être dans cette conscience. Et la bientraitance avec soi, c'est aussi faire attention à tout ça. Et ça oblige aussi à savoir dire non, à changer certaines choses. C'est indispensable si on veut garder un équilibre sur la durée. Hein. Comme dit l'expression, qui veut aller loin ménage sa monture. Ben, notre corps, c'est notre monture, notre esprit aussi. Et on doit aussi savoir prendre soin de soi si on veut aller loin et en qualité relationnelle, en qualité de présence. Comme on dit, pour les hypersensibles, plus que pour les autres, l'environnement au sens large, les personnes qu'on côtoie, même la décoration qui nous entoure, ce qu'on lit, tout ce qui vient à nous, tout même ce qu'on a comme pensée qui vient de nous-mêmes, c'est hyper important, quoi. Ça va vraiment impacter une pensée un peu négative, va nous plomber beaucoup plus fort. Des personnes au travail dont l'énergie ne nous correspond pas, ou voilà, ça va nous impacter très fort. Donc là, il y a encore, oui, certainement encore plus besoin d'être vigilant sur l'environnement. Et est-ce que vous pensez que le fait aussi là tout à l'heure, vous avez décrit le futur qui pourrait être un idéal. Est-ce que d'y penser souvent, que ce soit le futur de notre vie personnelle ou d'un futur collectif, peut amener à ce que ça se crée davantage? Est-ce que c'est important dans l'imaginaire d'alimenter ça? J'en suis convaincue. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne, au moment où c'est opportun, je leur dis souvent, regarde ce à quoi tu accordes de l'attention, parce que c'est à ça que tu vas donner de l'énergie. Et donc, et c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment un exercice très important que nous devons faire. C'est que dans l'environnement dans lequel nous sommes, dans cette violence, parce que je trouve ça très violent, ce qui nous arrive et ce qui est parfois mis en place, si on met le focus uniquement là-dessus, on donne de l'énergie à ce qu'on n'aime pas, à ce qui nous fait violence, voilà. Donc, de le reconnaître, d'avoir le discernement, de voir, de regarder en face, bien sûr. Et à un moment donné, de contrebalancer en orientant nos pensées, notre énergie sur ce qu'on a envie de voir se réaliser ou ce qui existe déjà. Ça a plusieurs fonctions, en fait. C'est que déjà, ça va nous donner une forme d'entraînement à orienter nos pensées différemment et à activer des circuits neuronaux plus que d'autres, les circuits neuronaux des pensées positives,
qui va aussi, et ceci va aussi générer dans notre biochimie, dans notre chimie corporelle, on va déclencher certaines hormones, le corps va recevoir certaines informations. Donc tout ça, ça va déjà circuler à l'intérieur de nous. En plus de ça, on sait par la physique quantique que les ondes de nos pensées demeurent. C'est-à-dire une pensée n'est pas juste dans notre tête, mais il y a une onde qui véhicule une information, qui va rejoindre un champ d'information, qui va lui-même, ce champ d'information, nous influencer. Et donc là, on est dans un cercle vertueux à partir du moment où on crée le focus sur, bon, ok, la réalité, elle est celle-ci, je la regarde, je ne la fuis pas, mais je donne de l'énergie à ce que j'aimerais qu'il se passe, à ce que j'aimerais qu'il naisse de ce chaos. Et de ne pas seulement voir le chaos qui va donner que du chaos et là, déjà, c'est très dépressif, ça peut nous rendre dépressifs, ça n'a pas de sens, ça nous fait descendre en vibration, en énergie. Et donc, d'imaginer ce futur qu'on aimerait vivre ou qu'on aimerait que nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, enfin les générations futures vivent et incarnent, c'est envoyer une information, c'est envoyer une intention. Et dans notre temporalité, mais on sait aussi qu'en fonction des états de conscience, la temporalité n'est pas la même et qu'il y a déjà un futur qui est déjà réalisé quelque part. Et si on envoie, si on pense à ce futur que l'on aimerait voir s'incarner, eh bien, on active quelque chose. Hein. Ça, c'est la physique quantique qui le décrit. Donc, ce n'est pas seulement de la pensée positive, c'est qu'il y a à la fois quelque chose que l'on crée, quelque chose qui existe déjà, auquel on donne une importance, une vibration, et on ne soupçonne pas la force de nos pensées quand elles sont accompagnées d'une belle intention. Parce que finalement, c'est ça qui est important. Cette intention, elle va colorer notre pensée. C'est une vibration, en fait. Et tout est vibration autour de nous. Et tout est interconnecté. Donc, si on se sent impuissant, et on peut se sentir souvent impuissant en ce moment face à ce qui se passe, là, maintenant, on est impuissant, mais on peut penser et orienter notre pensée. On peut créer, on peut inviter ce futur à exister. Et ça, c'est une action aussi. On est tellement habitué à poser des actions concrètes dont on voit les résultats concrets tout de suite qu'on a d'évaluer ce qui est de l'ordre de l'immatériel, mais qui pourtant a une incidence immédiate et prolongée. Et c'est là aussi que les hypersensibles qui sont souvent créatifs, artistes, avec la peinture, du chant, la poésie, ils peuvent, par ces vibrations, déjà créer le nouveau monde, même si ils ont l'impression d'être dans leur grotte à faire pas grand-chose, mais en fait, en faisant leur peinture ou leurs écrits ou je sais pas, ils sont en train de créer tout ça et ça, c'est vrai que ça peut aider certains à avoir de l'espoir que même en faisant pas grand-chose, qui paraissent pas énormes, mais à une petite échelle individuelle déjà de participer et déjà en plus de se faire du bien. Et tout ça, oui, c'est important. Et, Moi, je pense que les artistes canalisent une forme d'énergie ah oui, qu'ils mettent en matière. Ouais. Et les hypersensibles spirituels sont très sensibles à ça, justement. Et pour compléter ce que vous dites, ouais, je dirais ça aussi, de ne pas oublier que créer, c'est rendre matériel quelque chose qui existe, soit parce que nous l'avons créé à des niveaux plus subtils de notre être, soit parce qu'on reçoit des informations. Enfin,
on est branché sur un certain nombre de choses, surtout si on est créatif, artiste. Mm. Et, Oui, mm. et Oui, c'est c'est ça, j'avais super pas vu important. ça comme ça. Je me disais, on aimait, mais en fait, c'est peut-être de la réception déjà, mais cette réception Voilà, va réémettre. Ouais, ouais, ouais. exactement, C'est vrai que des exactement. fois, les créations, on se dit, bah, d'où ça m'est venu? Et voilà, Moi, quand ouais, je me suis mis à écrire des chansons, je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est pendant une semaine? Et effectivement, on se dit après, bon, je ne saurais pas le refaire, moi, toute seule. Donc, voilà, et ben quand voilà un ça très bon vient ou exemple. quand Oui, c'est... Ouais, c'est ouais. ça. Et, L'inspiration, être inspiré, oui, c'est aussi, ouais, il y a on quelque chose qui l'inspire nous de... arrive et on Ouais. a la capacité de pouvoir le recevoir et de pouvoir, ça c'est un talent Mm, sublime en fait, de pouvoir recevoir et ensuite transmettre et mm, l'incarner. mm, ouais, C'est magnifique. mm, Et ensuite, les êtres qui vont entendre vos mm, chansons ou lire mon livre mm, ou admirer une peinture vont mm, recevoir à leur tour quelque ouais, chose qui va mm, peut-être éveiller quelque chose. mm. Enfin, ça laisse une trace, quel que Oui, soit ensuite ce qui va se passer. Mm. oui, c'est ça. Comme c'est de l'information à un niveau vibratoire, Voilà, ça change les exactement. choses chez les personnes et puis ainsi de suite. Et on peut se Ouais. dire qu'il y a plein d'espoir grâce à ça. Et oui. Et du coup, par rapport au rôle des femmes, donc vous animez des groupes de parole de femmes et toutes les caractéristiques, on va dire, d'hypersensibles, création, intuition, etc. On va dire que c'est des qualités plus yin, plus féminines que les hommes possèdent aussi. Et du coup, ce sont des... Voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire en ce moment sur la place de ces qualités féminines, du féminin et des femmes et peut-être des couples qui en ce moment émergent parce qu'on aime toujours parler d'amour, donc voilà. On a 5 heures, parce Oui, qu'alors là j'ai encore aussi beaucoup de choses à dire. il faudra Non, qu'on je plaisante. refasse sur un Je autre vais faire thème. court. On va juste donner une petite introduction à Oui, tout ça. oui, oui, oui. Ce que je remarque, en tout cas, le fruit de mes observations et de mes recherches aujourd'hui par rapport à ce sujet, je pense que ce n'est pas un hasard si on traverse cette crise actuellement et qu'il y a MeToo qui a démarré quelques années plus tôt et qui est une vraie déferlante en fait, puisqu'on voit l'effet domino que cela entraîne en termes de libération de la parole, de sujets dont on ne parlait pas, comme de prendre conscience du harcèlement de rue, la culture du viol, etc. Mm, Et je pense que ce n'est pas un hasard si la voix du féminin s'éveille dans une société qui est patriarcale, mm, majoritairement, donc une énergie très yang. Et comme je le disais tout à l'heure, notre salut, ça va être que les polarités se réunifient mm, et donc que le féminin puisse cohabiter avec le masculin dans notre société. Voilà. mm, Donc ça, c'est déjà ce que, en tout cas ma vision de ce que j'observe. Et dans les groupes de femmes que j'accompagne, ce que j'observe, c'est une timidité à laisser émerger la conscience de la puissance du féminin, une timidité à oser regarder ce déséquilibre dans notre société. Et donc, il y a tout un travail en fait de reconnexion avec sa propre puissance de femme mm. et aussi de changer de regard sur notre féminin parce que pendant des siècles, on nous a renvoyé un certain nombre de choses. Et par rapport à l'amour, ça joue aussi, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de programmes d'éducation, de programmes enregistrés. On ne transmet pas la même chose aux petites filles qu'aux petits garçons. Et ensuite, ça va conditionner notre relation à l'amour, notre façon de vivre l'amour. Et cette quête parfois désespérée de rencontrer l'amour et cette dépendance à la rencontre. Ça, c'est ce qu'on a inculqué dans nos têtes de filles, même si on a été élevé dans un environnement comme moi je l'ai été,
une mère très ouverte sur le féminisme, je n'ai pas eu des modèles et avec des clichés très, très marqués de patriarcat et de féminin soumis, pas du tout. En revanche, avec les années et au fur et à mesure des écrits que j'ai pu lire et de tout ce mouvement de libération de la parole, je me suis rendu compte que moi-même, il y avait des choses que je trouvais normales qui ne l'étaient pas du tout. Et donc, je me suis rendu compte que même en étant favorisée en termes d'éducation, même en étant avec une profession qui aide à regarder avec recul et à analyser les choses, il y avait un certain nombre de réflexes que j'avais qui venaient rajouter de l'eau au moulin de cette différence de traitement des femmes. Et ça, cette étape, elle a été fondamentale pour moi dans l'accompagnement des femmes. Et chaque fois que je peux les aider à prendre conscience que, en mettant à jour les limites, en sachant à quoi elles peuvent dire non et à quoi elles peuvent dire oui, et en reconnaissant l'importance de leur place dans le monde, je trouve que c'est hyper important parce que tout comme l'hypersensible qui va porter un regard valorisant sur sa sensibilité et que ça va avoir des conséquences positives sur l'environnement, de la même façon, les femmes qui acceptent de porter un regard valorisant sur leur dimension féminine, de s'autoriser à être puissante au sens noble du terme, et pouvoir ainsi co-créer avec les hommes, ça va contribuer à un monde meilleur aussi. Donc, ça se rejoint, en fait. Et donc, quand on harmonise nos énergies masculines et féminines intérieures, eh bien, on va être en relation avec le monde d'une façon différente. Et je suis convaincue que c'est ce que notre société doit apprendre à faire aussi. C'est réunir ces opposés et remettre dans un espace d'altérité la dimension du féminin et du masculin, et non pas basculer d'un extrême à un autre, comme nous le faisons depuis des siècles et une éternité. Je ne dis pas que c'est une bonne idée de basculer dans du matriarcat. La bonne idée, ça va être de réunir ces deux dimensions, comme on peut le faire à l'intérieur de soi dans un travail de psychothérapie individuelle ou de groupe, c'est-à-dire d'harmoniser nos polarités intérieures, puisqu'on a tout en nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, si, Ouais. tout à fait. Merci beaucoup. Je vois que ça fait déjà, le temps passe, on pourrait parler des heures, mais je ne sais pas s'il y a des questions que j'ai peut-être pas posées, mais que là, vous avez l'envie de partager, sachant qu'aussi dans le descriptif, on mettra donc les liens vers votre site internet, vers je sais qu'on peut aussi retrouver des podcasts et les écouter sur des thèmes sur l'amour, justement, les hypersensibles et l'amour, etc. Et je ne sais pas, un petit mot de la fin ou un sujet que vous avez envie de redévelopper ou de repréciser. Ce qui me vient spontanément, c'est deux choses. Que nous ne sommes pas seuls, et que nous sommes beaucoup plus accompagnés qu'on peut le penser. Et la voix du cœur, dans ce monde qui nous malmène, dans ce monde qui tangue, dans ce monde chaotique, dans ce monde où la peur est très présente. J'invite vraiment à revenir au centre de la poitrine, au chakra du cœur, à cet espace ici. Et si on ne sent rien ici, juste de se dire, voilà, je mets ma pensée au niveau de mon cœur, et on remarquera qu'on ne dit pas les choses de la même façon quand on met notre pensée au niveau du cœur que quand on la laisse au niveau de la tête. Donc, de revenir au centre. Et c'est aussi une porte d'entrée de reconnexion à soi. Donc, la porte du cœur, c'est important. Voilà, ne pas l'oublier.
Ouais, tout à fait. Bon, bah, merci beaucoup et ce sera avec un grand plaisir d'aborder. Là, il y a eu plein de thèmes que vous évoquiez, qu'on aurait envie voilà, de détailler. Mais je pense que là, c'était déjà un bon panel de compréhension, de pistes et je pense aussi de pouvoir trouver de l'apaisement dans ce moment-là, de trouver des petites clés que vous avez évoquées là pour vivre cette transition au plus juste et au plus tranquille, jusqu'à ce que la vague soit passée, qu'on puisse ensuite naviguer plus sereinement en ayant profité de ce chamboulement pour aller retrouver et puis focaliser et co-créer un nouveau monde. Donc Mm. voilà, j'espère que ça va apporter aux personnes qui vont pouvoir regarder. Et puis, je vous remercie beaucoup. Un grand merci Gwenaëlle pour votre Ouais, invitation. avec plaisir. À bientôt et bonne soirée.